mais parlons des hommes et de l'armement de El Hadj Omar Foutiyou Tall. Je disais tout à l'heure que El Hadj Omar est un homme complet. On trouve tout dans El Hadj Omar. Je parle d'El Hadj Omar avec passion et je sais pourquoi. C'est un C'est un homme politique. C'est également chef de guerre. Mon général, je vous écoute. On vous écoute, mon général. C'est un homme politique, c'est un chef de guerre. Tout en lui était complet. Et ce qui est fondamental, c'est qu'on ne peut pas dissocier la guerre de la politique. C'est deux choses qui vont fondamentalement ensemble. On dit toujours que la guerre est la continuation de la politique. C'est la thèse fondamentale de Clausewitz qui a écrit On War sur la guerre. War is a matter of policy. La guerre n'est rien d'autre que la continuation de la politique. Et là, je vais être un fin politique. Je vous ai parlé tout à l'heure de ses accords avec Faidherbe. Pour avoir une base arrière sur la rive droite du fleuve. C'est un accord qu'il a signé avec Faidherbe. Faidherbe laisse à l'hommage libre cours pour ses activités. Vous savez qu'il est revenu dans le foot, recruter des hommes, tout en combattant au Mali. Il faut le faire, ça. Ensuite, comme l'a dit tout à l'heure ma nièce Aïssata, Cheikh Omar, toutes les régions conquises étaient administrées. Non seulement sur le plan administratif, il y avait des gouverneurs de région. Et si vous permettez, relever un peu. Il y avait des gouverneurs de région et sans discrimination. La récompense de Cheikh Omar était basée sur le mérite. Les esclaves de case sont devenus gouverneurs au même titre que ses neveux. Et ce n'est pas tout. Cheikh Omar créait des écoles, des universités et les régions conquises étaient éduquées. Il ne se contentait pas de conquérir et de détruire. Et Cheikh Omar, dans ses campagnes, il a assuré tout seul sa logistique. Aucun soldat n'a jamais mangé le grain de blé ou le grain de riz d'un autochtone. Tout ce qu'ils avaient pour se nourrir, ils cultivaient la terre pendant les saisons de pluie, ils vendaient leurs récoltes pour acheter de la poudre à canon, essentiellement en Gambie, et le reste, ils se nourrissaient pour faire la campagne. Cheikh Omar appliquait la djihad dans le concept, disons, originel de l'islam. Et on compare, Cheikh Omar, on ne doit pas comparer quelqu'un au prophète. Mais entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Cheikh Omar, il y a une telle similitude qu'on voit bien que Cheikh Omar, disciple, n'est-ce pas, de la tariqa, un grand amoureux de l'islam et proche du prophète, Dieu a voulu qu'il y ait une similitude, une sorte d'harmonie entre ses faits et les faits du prophète. Donc je disais tout à l'heure, quand j'ai parlé tout à l'heure du Karta, le Karta, vous savez que dans toute action, il y a un moment important dans toute entreprise. Il lui fallait cette conquête du Karta pour vraiment bien articuler sa campagne, bien l'asseoir et pouvoir se projeter dans tout le reste du Soudan occidental. Et son objectif au départ était deux. Il fallait d'abord devancer les colons, la conquête coloniale, il fallait la devancer sur le fleuve. Parce que vous savez que les rivières, nous les militaires, nous avons un privilège pour les cours d'eau. Parce que le cours d'eau, la rivière, c'est le moyen de communication, le moyen de transport le plus paisible, le plus tranquille et où l'on peut amener énormément de fret. Donc Cheikh Omar devait devancer les colons sur le fleuve Niger et les devancer à Tombouctou et contrôler tout le Niger depuis le Sénégal jusqu'à Tombouctou. Une partie du fleuve Sénégal, la rive droite, et tout le fleuve Niger jusqu'à Tombouctou. Et Cheikh Omar l'a réussi. Donc, disons, les phases de campagne les plus importantes, oui. Avant d'émigrer, la bataille de Ségou. Cheikh Omar a fait une prouesse qu'en stratégie, on admire beaucoup. Ce qu'on appelle renverser un front. Vous battez avec quelqu'un sur un front. Tout d'un coup, la situation change. Et vous êtes obligé de vous réorganiser immédiatement, instantanément, et de faire face à l'arrière et de le considérer comme un second front. Cheikh Omar l'a réussi avec aisance dans la bataille de Ségou.
Voilà, donc je pense que nous allons y revenir peut-être pour faire un dernier tour de table, parce que comme je le disais, on ne peut pas quand même parler de l'Elhadji Omar dans toute sa globalité sur un plateau ou dans une émission de télé. Mais l'Elhadji Omar, est-ce que c'est une stratégie ou bien, comme vous le dites, c'est un homme de Dieu? Il avait peut-être vu le destin de Maba Diakhouba à un certain moment donné dans les dessins de Maba, donc d'islamiser le Sénégal aussi et de lutter contre le paganisme. Apparemment, il avait eu un interdit de l'Elhadji Omar à travers son frère Mamoundiri qu'il n'a pas respecté et malheureusement. Maba Diakhou donc va rester dans cette bataille de somme-là. Et nous avons retrouvé un élément dans les archives de la RTS qui nous retrace un peu cette page tragique de l'histoire du Sénégal où deux cousins se sont affrontés. Malheureusement, l'un a perdu la vie, mais finalement, les deux familles se sont retrouvées autour d'un événement qui s'appelle la Ziara de Maba Diakhouba. Nous avons parlé de l'histoire de Maba, on peut relater l'histoire entre Elhadji Omar et la famille de Serigne Touba. Donc toutes les grandes familles religieuses du Sénégal ont une fois dans l'histoire peut-être eu des rapports donc avec Elhadji Omar Foutiyou Tall pour dire un peu que l'homme appartient à l'ensemble donc du Sénégal. Alors donc maître, nous allons peut-être te donner la parole pour un dernier tour de table et peut-être petit commentaire un peu sur le fait qu'aujourd'hui Elhadji Omar construirait une symbiose nationale et terminer peut-être par cet appel à la paix que l'imam a fait hier pour dire un peu que le Sénégal devrait travailler effectivement dans ce sens. Oui, je crois qu'il faut peut-être revenir même au sujet tel que vous l'avez posé à l'entame. Quelle est aujourd'hui l'actualité du message omarien? Nous en parlions tout à l'heure pour dire que d'un point de vue politique, c'est un message qui est encore plus qu'actuel. Et c'est ça, je crois, qui doit accroître notre responsabilité. Notre responsabilité en tant que Sénégalais, notre responsabilité en tant que politique, mais notre responsabilité en tant que patriote. Parce que n'oublions jamais que le Sénégal est le berceau de Elhadji Omar. C'est le pays qui a recueilli en tout premier le message de Elhadji Omar Al-Foutiyou. Donc, cette responsabilité, c'est aujourd'hui d'être à l'avant-garde du combat pour l'unité africaine. Mais vous l'avez dit, l'unité africaine qui ne saurait se concevoir sans la paix. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, un des thèmes de cette ziara est dédié à la paix, comme l'imam Thierno Seydou Nourou l'a dit hier, devant le chef de l'État Macky Sall, à l'occasion de la grande prière du Djouma. Je pense que ça, nous ne devons pas l'oublier. Et aujourd'hui, l'Afrique est confrontée à la paix à nos frontières, qui n'étaient pas les frontières de Elhadji Omar, qui étaient le cœur de l'action omarienne, que ce soit au Mali, que ce soit en Guinée, que ce soit en Guinée-Bissau, que ce soit tous les pays qui nous entourent. Mais au-delà des pays qui nous entourent, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Et c'est ça qui doit être, comme je le dis, la responsabilité des autorités publiques sénégalaises, à commencer par le président Macky Sall lui-même, parce que comme je le disais, le message de Elhadji Omar, s'il est vivant dans le monde, il doit l'être encore davantage dans le pays qui a été le berceau de ce message-là, c'est-à-dire au Sénégal. Est-ce que mon général, c'est à dire, donc à la suite de tout ce que vous avez dit, que les militaires qui vous suivent, en tout cas les stratèges qui vous suivent, peuvent quand même aller un peu revisiter le djihad omarien en termes de stratégie, parce qu'il y a quelque chose quand même à savoir et à apprendre. Vous savez, Elhadji Omar aurait dû être enseigné dans toutes les écoles militaires de l'Afrique. Je veux simplement revenir sur un petit point particulier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, maître Aïssata Tall Sall, ma nièce. Vous savez, la guerre et la politique vont toujours ensemble. Oui, beaucoup de savants ont écrit sur la guerre et la politique, war et politics. Ça va toujours ensemble. Et n'oublions pas que la foi est au bout de l'épée. Si le prophète ne s'était pas battu, aujourd'hui peut-être que nous ne serions pas musulmans. Si Elhadji Omar n'avait pas propagé l'islam, n'est-ce pas, par la guerre, peut-être que aussi nous ne serions pas aujourd'hui ce que nous sommes. Et je crois qu'Elhadji Omar, il faut le définir sous un triptyque. Le politique, le militaire et l'homme d'État. Et l'homme d'État. Vous savez, Elhadji Omar, comme disait Jean Suré Canal, Elhadji Omar était en avance sur son époque. Très en avance sur son époque, comme les grands hommes. C'est pour ça qu'il y a des choses que les gens ne peuvent pas comprendre. Parce que c'était pas à leur époque, ce n'était pas palpable, ce n'était pas compréhensible. Et comme disait Yves Saint-Martin, que beaucoup d'intellectuels africains connaissent, il disait que si Elhadji Omar avait survécu à sa conquête, il n'y aurait pas ces petits États en temps de scie là autour de l'Afrique.
Et là, Jean-Marc est le précurseur de l'unité africaine. Ça, on l'a dit, on l'a répété, c'est connu, accepté par tout le monde. Mais El Hadj Omar n'aurait jamais pu faire ça s'il n'avait pas pensé au djihad. Et le djihad est un concept historique, sacré, tiré du Coran. Et il l'a appliqué dans la plénitude du terme, n'est-ce pas? En toute symbiose avec ses capacités, ses compétences et tout ce qu'il y avait autour d'eux. Maintenant, je vais faire une petite parenthèse. Vous savez, le chef de guerre, il voit tout dans un ensemble globalement. Mais n'oublions pas que ces chefs étaient entourés par de grands hommes. Je ne veux pas faire de jaloux, je ne veux pas citer de nom, de famille, parce que je connais un peu, n'est-ce pas, ce qui se passe. Mais il avait de grands généraux, de grands hommes, des généraux qui ont fait le travail. Il a pensé, il a fait le concept, mais des généraux comme Alpha Omar Bailawan, Tchernobyl, n'est-ce pas? Mais il faut le citer. C'est comme Berthier, Napoléon n'était tranquille quand Berthier était à la charge. Chaque grand chef de guerre avait son grand général. Rendons grâce à ces grands hommes qui ont accompagné le chef et qui nous ont permis de mettre en œuvre sa stratégie. Parce que dans la conception de la guerre, le chef n'a qu'une vue globale, une vue d'ensemble. Mais il faut des hommes pour mettre il faut des hommes pour appliquer la pensée du chef. Voilà, donc merci mon général. Comme vous le savez, comme on avait dit aussi, dès l'entame de ce plateau, on ne peut pas tout dire sur El Hadj Omar dans une émission de télévision. C'était juste des contenus que la direction des programmes de la RTS a concocté pour vous accompagner tout au long de cette 33e édition de la Ziara de la famille omarienne, en direct ici à partir donc de la mosquée omarienne, en direct du mausolée Thierno Seydou Nourou Tall. Merci à toutes les équipes techniques, équipes de coordination qui sont derrière. Et nous vous donnons rendez-vous donc demain pour la cérémonie officielle. D'ici là, suivez les antennes de la RTS. Rien ne vous échappera un peu donc sur cet événement aussi grand, donc comme on le dit, comme l'œuvre de El Hadj Omar Foutiyou Tall. Merci et donc à demain pour la cérémonie officielle.